Maintenant, on va essayer de compléter en revenant sur notre Bretagne avec deux témoignages, celui de Mère Alliance avec Emmanuel Cor et celui de Léo Caire avec Anne-Marie Ménez. Donc là, on va être aussi dans deux environnements très différents. Je vais me mettre dans le coin si vous voulez bien. Oui, peu importe l'endroit, comme vous voulez. Hop. Bon, je me mets au milieu alors. Donc voilà, l'idée étant maintenant à la fois de peut-être d'illustrer certains des aspects qui ont été évoqués dans cette présentation de Thibaut, et puis de partager la manière d'aborder justement concrètement chacune en tout cas, mais chacun de vos process de recrutement, comment est-ce que vous l'abordez aujourd'hui, et dans un premier temps de pouvoir présenter chacune de vos entreprises. Donc, Emmanuel. Ok, bonjour à tous. Donc moi c'est Emmanuel Cor, je suis la responsable RH en fait de Mère Alliance, groupe Taïnion. Alors le groupe Taïnion, c'est le leader mondial sur les produits de la mer. Et Mère Alliance, on est une business unit frais de ce groupe-là. Mère Alliance, c'est le spécialiste français des poissons fumés à marque de distributeur. En termes d'organisation, en fait, il faut savoir qu'on a deux sites opérationnels, un sur Quimper et un sur Landivisiau. Et donc, en scope, en ETP, on est sur 170 ETP. Sachant qu'effectivement, donc on est dans le saumon, on a une activité effectivement fortement saisonnière. Et donc, on a un gros pourvoyeur en fait, de main-d'œuvre qu'on recrute jusqu'à 500 ETP à peu près par an. Voilà. Merci. Donc, environnement, métier très différent, territoire différent aussi. Anne-Marie. Oui, donc Anne-Marie Ménez, je suis DRH chez Léo Caire. Nous sommes basés à Cesson-Sévigné, près de Rennes. Je suis arrivée il y a 1 an, mais comme 90% de nos effectifs, puisque je suis arrivée, nous étions 25 et on est un peu plus de 90 à présent. Léo Caire est né en 2017 à l'initiative de Noureddine Bekrar et Christophe Dordois, qui étaient eux issus de la tech et qui travaillaient dans le cadre de leur travail avec les compagnies d'assurance et qui se sont rendus compte que l'assurance n'avait pas encore fait sa révolution technologique. Donc, ils ont décidé d'aborder la vente de contrats d'assurance aux particuliers par une appli mobile accessible à tous et la possibilité de souscrire à tout moment et à moindre coût. Voilà. Merci. Donc, si on rentre un peu plus dans vos pratiques aujourd'hui, dans les méthodes que vous utilisez, dans les outils que vous utilisez pour répondre à cet enjeu de l'accès à la compétence. Et on l'a vu dans l'échange avec Thibaut que cet accès à la compétence ressemble de plus en plus à une compétition. Et donc, il faut innover, probablement. Donc, déjà, peut-être que vos pratiques évoluent aujourd'hui. Ouais, alors je commence. Ok. Alors en fait, pour Mère Alliance, nous, on a commencé forcément à travailler sur les fondamentaux. C'est-à-dire que, comme l'a dit Thibaut, en fait, c'est vraiment la stratégie de marque employeur. Cette stratégie de marque employeur, en fait, elle nécessite un gros travail, en fait, sur les actions que vous pouvez mener en interne. Parce qu'effectivement, ça ne se décrète pas, en fait. C'est vraiment un travail en profondeur. Donc, on a commencé effectivement à recenser les actions internes, à les étoffer, bien sûr, en fonction d'objectifs cibles. L'objectif de notoriété. Là-dessus, ça a été effectivement notre stratégie, en fait, notre stratégie de communication sur les réseaux sociaux. On a eu effectivement donc tout ce qu'on a pu déployer, le site internet, la communication du coup sur LinkedIn, Facebook, Instagram, etc., etc. Le recrutement aussi d'une community manager, bien sûr, du coup sur cette communication-là. Deuxièmement, du coup, sur l'objectif de fierté d'appartenance, on a travaillé aussi sur tout ce qui est stratégie en fait de salariés ambassadeurs. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on a fait la stratégie de contenu de diffusion en fait sur les médias, on a formé en fait nos salariés à être ambassadeurs, du coup, c'est-à-dire à liker, à partager, à communiquer. Voilà, c'est vraiment fondamental. Et puis l'objectif forcément de fidélisation, mais là-dessus, en fait, ça fait écho à la politique de gestion des talents, à la politique de rémunération, à la politique de bien-être qu'on a pu développer déjà depuis pas mal d'années.
D'accord. Et est-ce que ça veut dire que sur un marché où la concurrence est relativement forte dans le secteur de l'agroalimentaire, aujourd'hui, cette approche est innovante Alors, elle n'est pas innovante, mais elle est nécessaire, en fait, mais elle n'est pas suffisante. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir une marque employeur solide, mais effectivement, ça ne suffit pas. Donc, ce qu'on a pu mettre en place, en fait, en parlant d'innovation, nous, alors c'est différent, hein, ça n'a rien à voir avec le secteur, du coup, d'Anne-Marie. Donc, nous, on est effectivement sur des opérateurs de production et en volumétrie. Là-dessus, on a dernièrement innové. Alors, c'est-à-dire qu'on s'est dit, l'idée, c'est d'aller chercher en fait d'autres profils de compétences, s'ouvrir à d'autres bassins d'emploi. Et donc, on a une stratégie, ce qu'on a fait dans les quartiers prioritaires en fait de la ville, notamment de Quimper et de Concarneau. C'est-à-dire que là-dessus, on s'est dit, voilà, on va aller dans ces quartiers. Et quelles sont les meilleures personnes pour aller dans ces quartiers communiquer ? Ce sont nos salariés, en fait. Nos salariés qui, eux-mêmes, pour certains, sont issus de ces quartiers-là. Donc, en fait, on a mis en place une stratégie, on a été dans ces quartiers-là, sachant qu'effectivement, ce qui est important, c'est tout le travail de fourmi à monstre, que vous n'arrivez pas dans un quartier comme ça, prioritaire, comme ça, vous vous installez pas votre manche debout et kakémono comme ça, c'est tout travail de fourmi. Donc là-dessus, on a eu un partenariat fort avec tous les acteurs locaux de l'emploi, un très beau partenariat avec Mission Locale, Pôle Emploi, Actif, etc. Et puis, voilà, et c'est vraiment une stratégie gagnante parce que, en fait, c'est un cercle vertueux. Vous avez vos salariés qui participent activement du coup à votre campagne de recrutement. Donc là, on est clairement en fait dans la fierté d'appartenance, l'engagement des collaborateurs. Et puis vous allez cibler aussi d'autres profils. On a fait donc deux interventions. Là-dessus, on a pu récolter une quarantaine de candidatures, donc c'est pas rien. Quarantaine de candidatures et en termes de taux d'intégration, on a une quinzaine d'intégrations et aujourd'hui j'ai 10 personnes qui sont toujours présentes avec des belles success stories puisque du coup des personnes qui évoluent, etc. Donc c'est chouette, on est vraiment pleinement dans là, la marque employeur, la stratégie RSE, l'inclusion, la diversité. Voilà, ce type d'action qu'on a pu mener. Après, je déploierai sur les outils vraiment aussi innovants, mais ça, c'est vraiment sur des campagnes cibles, en fait. Voilà. En soi, et compte tenu des métiers aussi que peut porter Agora Service, je comprends tout à fait à la fois la difficulté et l'enjeu que peut porter cette notion d'aller vers. C'est-à-dire, c'est d'aller au contact de personnes qui ont parfois perdu la relation au droit commun, à l'accompagnement du Pôle emploi ou la mission locale. Et donc, redonner confiance en allant sur leur territoire. C'est ça. Voilà. Ça veut dire aussi probablement que cet accompagnement sous-entend de faire ce que Thibaut disait aussi à un moment, de la formation en interne, donc la formation en situation de travail peut-être. Ouais, en fait, complètement. En fait, là-dessus... on voit totalement nos façons de faire, c'est bien parce que c'est vrai que ça nous permet de rechallenger aussi nos pratiques. Là-dessus, on est en cours de création d'une école de formation interne aussi, bien sûr, parce qu'il faut accompagner effectivement la compétence, notamment par exemple si on prend des profils, ça va pas parler à tout le monde, des profils de conduite de ligne qui sont hyper tendus. Aujourd'hui, c'est fini l'ère du candidat qui va cocher les 20 critères. Donc là-dessus, il faut aussi qu'on se remette, c'est-à-dire que on va remettre en avant les soft skills ou bien alors le savoir-être. Voilà, il y a du savoir-être, il y a des aptitudes managériales à avoir. Et puis ensuite, l'entreprise, elle forme. Donc voilà un peu la stratégie du coup aujourd'hui. Donc on est vraiment sur ce type de façon de faire quoi maintenant quoi. Ouais. Et rencontrer 40 personnes et en garder 10 en les faisant évoluer, je trouve que c'est remarquable. Territoire différent, métier très différent, histoire différente aussi, mais questions qui sont les mêmes, c'est que le développement sous-entend l'accès à la compétence. Alors, comment ça se passe chez Léo Caire ? Eh bien, juste peut-être pour remettre en situation, donc je vous ai dit qu'effectivement c'était 90 salariés aujourd'hui, on doit doubler, donc on doit passer à 180 collaborateurs d'ici la fin de l'année, et on doit encore doubler l'année prochaine. Donc ça c'est une très belle perspective en tout cas de développement. Mais vous voyez que les enjeux sont extrêmement importants en matière de développement parce qu'ils contribuent bien évidemment aussi à notre développement économique. Et donc, on doit vraiment travailler dans un premier temps sur notre visibilité, se rendre présent sur le marché rennais, qui est notre principal secteur de recrutement. Donc, on est présent, on est devenu les champions de LinkedIn, par exemple. On est partout, on poste tout ce qui se passe dans l'entreprise, on crée vraiment une relation avec nos lecteurs sur LinkedIn, nos relations pour que nos futurs candidats puissent
puissent se rendre compte de la vie de l'entreprise. Bien évidemment, notre objectif, c'est de développer un maximum de réseaux de chaque collaborateur pour que leurs collègues, anciens collègues, puissent être attirés par l'entreprise. On travaille aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, sur notre culture book actuellement. On est en train de travailler, les fondateurs nous ont communiquer en tout cas les éléments fondateurs qui font l'entreprise, sur lesquels ils sont extrêmement attachés, les valeurs, et donc on confronte actuellement ces valeurs à la perception de nos collègues dans l'entreprise, voir si effectivement ils sont en phase. Ensuite, on va les faire vivre, ces valeurs. Une fois qu'on les aura identifiées, on déterminera les comportements qui correspondent à ces valeurs, ce qu'on peut faire, ce qui en tout cas est en phase avec ces valeurs, qui ne l'est pas, et donc on diffusera tous ces éléments en interne. L'objectif, bien évidemment, je le disais, c'est les faire vivre en externe aussi, jusqu'à même identifier des questions lors du recrutement pour vraiment qu'on puisse vérifier que le candidat que l'on sollicite a les marqueurs que l'on souhaite dans l'entreprise. On a fait aussi, peut-être l'avez-vous vu, donc nous avons levé cette année 110 millions d'euros qui contribuent à notre développement. Et donc on a fait parallèlement, puisque c'était le bon moment, on parlait beaucoup de nous dans tous les médias, on a fait une grosse campagne de communication sur les bus de Rennes pour mettre en valeur aussi la marque Leocare. Donc ça, c'était un élément important. Sur peut-être notre façon de recruter aujourd'hui, nous, c'est 90% de chasse. Donc mes recruteurs sont tout le temps à créer de la relation sur les techs, puisque c'est, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, nos profils recherchés, ce sont les techs. Ça veut dire combien de personnes, nos recruteurs ? Aujourd'hui, j'en ai 2 seulement. J'en ai 2, mais il m'en faudrait plus, mais j'en ai 2. C'est en cours de négociation. Donc effectivement, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc mes techs qui sont vraiment à 100% sur la chasse. Et donc c'est une relation de longue durée en fait. Bien évidemment, il y a des candidats qui répondent tout de suite, mais il faut continuer à créer le lien, à entretenir. Tiens, est-ce que tu as vu tel poste, etc. Donc créer vraiment du lien. Et spécificité sur nos métiers, j'ai ma responsable de recrutement qui, elle, se forme au métier de la tech. C'est-à-dire qu'elle sait identifier, elle sait parler technologie de développement, elle sait parler outils. Donc on est sur la même relation. Elle sait ce que c'est un full stack, un front, un back. Voilà, c'est vraiment dans le cadre de sa chasse, elle est vraiment très très précise, et donc elle sait à qui, comment elle peut entrer en contact avec eux. Elle est aussi sur les forums des techs. Voilà ce que je peux dire. Donc, et est-ce que ça veut dire que sur ce territoire, la recherche de compétences nécessite aussi d'ouvrir peut-être les critères de recrutement, de modifier peut-être ce qu'on imaginait au départ pour pouvoir accéder au développement des compétences ? Oui, complètement. Alors, on a notamment, nous, on a mis en place, là, elle se lance là ces jours-ci, une formation en externe qui est en collaboration avec l'école 301 qui se trouve aussi à Rennes. Donc, une formation où on va pouvoir recruter plus large que le spectre habituel de nos profils sur les métiers de la relation client. Donc, c'est une formation qui est plus longue, du coup, qui est de 3 mois, qui est fait en alternance, en fait, entre l'école où le futur collègue va passer 1 mois, et puis ensuite une alternance de 2 mois où il va apprendre les spécificités de la relation client chez Leocare, les métiers de l'assurance, bien évidemment. Voilà. Et donc, à la fin, l'objectif, c'est de recruter 100% des 12 personnes qui composeront la classe, si on peut. Et on est en train de le développer aussi sur d'autres profils, mais en tout cas sur les développeurs informatique. Aujourd'hui, on a le projet aussi à très court terme, d'ici juin, de créer la même chose sur des profils qui sont plus ingénieurs, mais ingénieurs autres que développement informatique, et de les orienter vers du développement informatique. Donc voilà, on trouve aussi des méthodes transverses pour arriver à couvrir nos besoins.
Donc c'est un peu ce qui était évoqué dans les solutions, en tout cas à mettre en œuvre, c'est d'aller un peu plus loin dans... Alors la notion d'investissement, c'est pas forcément que de l'argent, c'est aussi du temps, c'est de la compétence mise à disposition au sein de l'entreprise pour intégrer au mieux et le plus durablement ces néo-salariés. C'est ça. Donc effectivement, ça sera 3 personnes quasiment à plein temps pour accompagner la montée en compétences des personnes, mais voilà, l'investissement en vaut la peine. D'accord, et aussi avec une mission particulière pour ces salariés-là, dans une transmission de savoir. Oui, tout à fait. Et alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des points sur lesquels, malgré tous vos efforts, il y a encore des réponses à trouver, des chemins à inventer pour justement continuer, parce qu'une des difficultés que la plupart des entreprises rencontrent, et je pense que si on faisait le tour de la salle, on aurait rapidement une réponse assez homogène, c'est que beaucoup de développements sont limités par la disponibilité des compétences et en tout cas leur opérationnalité immédiate. Alors est-ce qu'il y a des chemins nouveaux à non, mais bon, pour l'instant, nous, on y arrive. Mais effectivement, voilà, c'est chez nous, mais le contexte est différent, encore une fois. Nous, c'est vraiment miser sur la formation interne avec la création d'une école pour effectivement fidéliser et puis attirer effectivement des talents effectivement chez Mère Alliance et venir le spécialiste, en fait, dans la transformation au niveau de ces métiers-là, quoi, qui sont aujourd'hui pas valorisés, pas reconnus, etc. Donc, on a vraiment une vraie carte à jouer là-dessus. Et ça va être ma stratégie, là, du coup, sur les 2 ans à venir. Et puis continuer d'innover, continuer d'élargir au niveau des cibles, continuer de communiquer aussi, et puis sur la marque employeur, et en interne aussi, par tout ce qu'on peut faire pour continuer à attirer les candidats chez nous, quoi. Et à les conserver. Donc avoir une politique RH aussi qui permette de prendre en compte une évolution professionnelle au sein de l'entreprise. Totalement. Ouais. Léo Caire. Léo Caire, c'est pareil, je veux dire qu'on travaille énormément, bien sûr, mais à notre niveau, parce qu'on n'a pas aussi les mêmes effectifs. Donc, sur la mobilité interne, à valoriser les compétences en interne, c'est extrêmement important, comme vous le disiez à l'instant, de pouvoir offrir un vrai parcours au sein de l'entreprise. Et puis, favoriser la mobilité interne, la formation, et puis construire un socle social aussi qui nous permettra d'être compétitifs par rapport à notre secteur d'activité. D'accord, sur des territoires où aussi d'autres aspects parfois au niveau de l'emploi sont des éléments attirants. La possibilité d'avoir pour certains peut-être un temps partagé entre l'entreprise et le domicile. Est-ce que ce sont des choses qui aujourd'hui se sont mises en place? Est-ce que les choses ont évolué depuis le Covid dans vos pratiques? Sur la holding, sur les fonctions cadres, oui, bien sûr, on a mis en place le télétravail et effectivement... Voilà, ça a fait changer les pratiques, mais c'est important du coup de se mettre à la page là-dessus. Et est-ce que c'est un élément qui permet d'attirer des nouvelles personnes? Oui, c'est sûr. Du coup, sur des profils cadres, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des temps, le temps de travail, en fait, il doit être revu, en fait, des temps de travail. C'est-à-dire que là, par exemple, à Paris, on a nos cadres, du coup, ils veulent pouvoir emmener leurs enfants à l'école, ils veulent pouvoir aller chercher à l'école. En attendant, ils vont être connectés, du coup, ensuite en rentrant du travail. Et puis il faut que l'entreprise s'adapte, parce que si elle veut effectivement garder ces profils-là, elle est obligée de se mettre à la page. Voilà. Donc il faut s'adapter. Et je pense que c'est un maître mot de notre période et sur un temps court. Donc c'est vrai, ça fait changer dans des histoires d'entreprise des pratiques et qui modifient presque l'équilibre social de l'entreprise. C'est ça, totalement. Et bien, chez Léo Caire aussi, bien sûr, le télétravail pour 100% de nos collaborateurs. Nous, on est sur une base de 2 à 3 jours par semaine de télétravail. Et puis même pour certains, pour des compétences qu'on a besoin d'aller chercher et qui nous sont nécessaires, c'est du 100% télétravail. Donc des personnes je crois que la personne qui est la plus éloignée est sur Marseille, on en a une autre sur Nancy, on a aussi un petit pool sur Nantes. Donc des personnes qui sont qui sont en 100% télétravail.
Et comment s'établit le lien au collectif? Alors, ils viennent de temps en temps. On les invite à venir. Là, par exemple, on organise aussi des déjeuners. Je serai sur Nantes dans peu de temps pour entretenir aussi le lien avec les équipes nantaises. On va ouvrir certainement un espace sur Nantes, puisque l'équipe commence à grossir, où ils vont pouvoir, dans un espace de coworking qu'on mettra à leur disposition. Donc, ils pourront être ensemble aussi sur certains jours. Donc voilà, et puis finalement le lien se crée, c'est de pouvoir quand même se retrouver sur certains moments tous ensemble dans l'entreprise. Je voulais ajouter aussi qu'il y a une chose qui est très intéressante depuis le Covid, c'est que le territoire il attire aussi à nouveau, enfin je ne sais pas si c'est à nouveau parce que le breton a toujours tendance à rentrer sur son territoire, mais beaucoup de Parisiens aujourd'hui répondent à nos annonces pour rentrer sur Rennes. Donc ça c'est un vrai phénomène que je constate aujourd'hui. On va même chasser, vous voyez, sur des personnes dont on voit dans le parcours sur LinkedIn qu'ils ont fait leurs études en Bretagne. Voilà, c'est vraiment pour nous un facteur aussi de chasse, d'aller vraiment identifier le parcours scolaire des personnes, des cibles que nous avons, et puis de les contacter spécifiquement en leur demandant s'ils veulent venir travailler sur Rennes. Donc on voit les avantages. Est-ce qu'il y a des inconvénients à cette mobilité-là? Est-ce que ça a une pression éventuellement sur vos rémunérations? Ben oui, forcément. Ouais. Là, on le constate, surtout sur les métiers sur lesquels nous travaillons, sur les métiers de développeurs informatiques, il y a une inflation incroyable. Je saurais pas. C'est tous les jours ça augmente. C'est impressionnant. Ouais. C'est maintenant un développeur, un débutant, c'est 40 000. Donc voilà, ça devient presque inaccessible. Oui, c'est une vraie question et ça rejoint la question de l'attractivité des métiers, la formation. Oui. Vous voulez ajouter? Non, après, effectivement, je suis d'accord, il y a une véritable inflation. Enfin, moi, je reprends, c'est sur les métiers techniques. On sait, sur les métiers techniciens de maintenance, conduite de ligne, etc., il y a une véritable aussi inflation là-dessus. Pas que sur les profils d'ingénieurs, en fait. Oui. Vraiment, métiers techniques. Ouais. Je vous propose maintenant de continuer à échanger, peut-être de préciser certains points, soit qui ont été évoqués par Thibaut, soit par Emmanuel ou Anne-Marie. L'occasion de, s'il y a des questions, de... Une question? Vous voulez le micro? Oui, merci pour tous ces exposés très intéressants. C'était pour rebondir et pour poser une question à vous trois finalement. Vous parliez de l'attractivité du territoire Bretagne, qui est un vrai point, je suis bien placé pour le savoir. Et en particulier quand vous attirez des talents peut-être qui sont en dehors de ce territoire-là. Est-ce que dans vos annonces actuellement, vous valorisez le territoire? Et je pensais en particulier à une start-up Ventez qui n'a pas été citée par Thibaut, mais qui s'appelle TalentsTube et qui introduit justement la valorisation du territoire au sein des annonces vidéo, en misant sur le fait que beaucoup de Parisiens, et pas que les Parisiens, mais beaucoup de Français veulent revenir venir vers la Bretagne. Juste pour notre part, par exemple, sur notre stratégie de contenu, de stratégie de marque, du coup, sur les réseaux sociaux, dans notre contenu éditorial, bien sûr, il y a du coup ce passage-là pour valoriser en fait des territoires. C'est 10% à peu près du contenu éditorial, mais ça fait partie de la stratégie de marque. Pour les Hawkers, c'est bien sûr exactement la même chose. Nos fondateurs sont rennais et extrêmement fiers d'être rennais, donc on valorise bien évidemment cet avantage dans nos annonces. Est-ce que ça a un impact, justement, vous trouvez que ça a un impact sur le recrutement des devs, par exemple Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et même, là, j'ai recruté 2 personnes, l'une qui était sur Singapour et l'autre en Nouvelle-Zélande, qui sont bretons et qui rentrent effectivement en France et qui viennent chez les Hawkers. Alors, c'est vrai que j'ai pas cité tout le monde, c'était impossible. Il y a 800 sociétés. Alors, je vais pas me faire que des amis, c'est sûr, mais bon, voilà, j'ai donné quelques exemples. Non, je voulais sincèrement le fait que Hello Work soit le leader aujourd'hui généraliste. Donc, c'est région de job, évidemment. Je
Oui, ils ont vraiment pris des parts de marché pendant la crise sanitaire. Et je pense que c'est aussi lié au fait qu'évidemment, ils ont ce côté régional qui a beaucoup attiré pendant la crise. Donc, c'est aussi une explication. On faisait aussi beaucoup d'études sur Cadre Emploi, sur justement les attentes des cadres. Et c'était un marronnier, d'ailleurs, qu'on faisait. Je pense que je ne sais pas si les équipes vont continuer à le faire fin août, début septembre, sur les cadres parisiens veulent quitter Paris. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ces études. Et l'Ouest était hyper bien représenté. Donc oui, vous avez c'est pas très bon pour l'immobilier. Voilà, c'est le seul pendant qui agace un peu, parce que ça fait monter les prix de l'immobilier dans les villes citées, mais c'est très bon pour l'emploi. Je crois que Rennes, Nantes et Brest sont parmi les 5 villes les plus demandées en France. Ah oui, tout à fait. En tout cas, Nantes a toujours été sur le podium, et Rennes, ces dernières années, est arrivé dans le top 5. Ouais. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces éléments. Alors moi, je travaille pour la Fédération du bâtiment de Bretagne, donc on a 90% des entreprises du bâtiment qui ont moins de 10 salariés. Et également, avec 80%, on est sur une population ouvrière. Et donc, je me demandais, pour les plus petites entreprises, parmi les outils que vous avez présentés, quels sont les outils qui leur sont accessibles? Parce que beaucoup d'outils, voilà, on est plus sur des gros volumes ou à destination des cadres. Voilà, c'était mon interrogation. Merci. Je pense que sincèrement, en plus, je crois que les 5 premières annonces sur Le Bon Coin sont gratuites, donc ça vaut le coup d'essayer, parce qu'il y a le côté très local. Peut-être qu'ils utilisent, les cibles l'utilisent beaucoup, ce site, parce que c'est un des premiers sites utilisés en France. Donc ça peut être une bonne solution, mais encore une fois, est-ce que c'est un réflexe sur l'emploi? C'est vraiment, là, faut vraiment faire l'expérience, en fait. Voilà. Donc, et après, c'est des populations qui sont très dures à trouver. Donc là, ça vaut le coup, là aussi, d'utiliser Pôle Emploi, même si les gens n'ont peut-être pas le réflexe en disant là, ça va drainer trop de candidatures, je vais pas pouvoir les gérer, etc. Et après, sincèrement, le positionnement, en fait, historiquement sur Internet, le positionnement était très cadre. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans avec Cadre Emploi, évidemment, on avait la plupart du marché. Et quand je vous parle de LinkedIn en disant, alors que c'est de plus en plus large, mais même Indeed, quand je vous dis que c'est un généraliste, c'est quand même cadre et profession intermédiaire. C'est pas toujours. Alors Indeed, c'est beaucoup développé, donc peut-être que ça peut fonctionner aussi sur certains types de postes non cadres. Mais pendant très longtemps, sur les non cadres, il n'y avait pas beaucoup de solutions en fait sur Internet, tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles économiques, parce que les entreprises, pour certains types de postes, je vous parle historiquement, ne mettaient pas autant de moyens pour recruter des non-cadres par rapport à des professions intermédiaires ou des cadres. Donc pas mal d'outils ne se sont pas lancés sur ce type de positionnement. Pour ça, vous n'avez pas spécialement beaucoup d'outils sur Internet uniquement spécialisés, par exemple, non-cadres. Et puis, si autant cadre emploi, voilà, la marque, ça le fait, mais enfin, si vous appelez ça non-cadre emploi, c'est bizarre, c'est pas très attractif. Donc il n'y a pas tant d'outils que ça, vraiment, sur les non-cadres. Et ce qui pose, évidemment, ce qui nécessite de travailler différemment. Et là, pour le coup, de se rapprocher de Pôle emploi. Mais le seul équivalent que je vois en positionnement vraiment non cadre, pour moi, c'est Le Bon Coin. Ça montre peut-être un élément de précision, c'est qu'il faut aussi ajuster son outil à sa cible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que, sinon on peut tirer à côté. Il faut que celui qu'on vise soit avec les mêmes outils que celui qu'on utilise. Et c'est pour ça qu'il faut tracer. Parce que parfois on pense utiliser le bon outil par rapport à sa cible, c'est-à-dire qu'on a bien pensé sa cible, mais ça va peut-être pas être l'outil qui va fonctionner. Donc faut tracer, faut suivre, et ça c'est super important justement pour pas faire fausse route. Et le pire, c'est que je peux vous donner un exemple sur Cadre Emploi. Il y avait des offres qui fonctionnaient, les offres passaient 4 semaines. Des offres ça fonctionnait à un instant T, et puis 2 mois après ça fonctionnait beaucoup moins. Incompréhensible. Donc il y a des phénomènes comme ça qui sont rarement... Enfin, c'est compliqué à expliquer, donc il faut tout tracer. Voilà, comme en marketing, c'est pareil. Allô ? Désolée. Cécile Demarche de Vénétis. J'aimerais bien vous entendre sur la cooptation. Est-ce que vous avez un accord de cooptation? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Et d'ailleurs, je rebondis, mais je trouve que dans les TPE, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très utilisé. Donc, je pense à la FFB, il y a pas mal d'entreprises du bâtiment qui pourraient l'utiliser. Ouais, après nous, pour reprendre chez Maralliance, nous on avait mis ça en place il y a déjà pas mal de temps.
Ouais, ça fonctionne bien. Effectivement, elle a mis que en interne, du coup. Et donc, c'est une prime, tout simplement, si on coopte avec certaines conditions, du coup. Mais oui, ça marche bien. Après, il y a toute une communication sur de la communication en interne, justement, pour que ça prenne. Mais non, c'est pas mal. C'est bien. Et nous, la cooptation, bien évidemment, c'est quelque chose qui marche bien. On travaille beaucoup sur l'engagement des collaborateurs. Alors, elle est gratuite chez nous. C'est du bénévolat. Mais pour autant, on met en place de temps en temps des petits challenges cooptation qu'on a besoin d'un pic vraiment d'entrée. Donc, on met en place des petits challenges avec des primes, effectivement, mais c'est toujours sur une durée limitée. Pour créer un coup de pouce supplémentaire à l'émulation. Je rajoute juste un chiffre. Quand vous recherchez sur la cooptation, j'ai lu, ça m'a paru énorme, mais 40% des recrutements des cadres se font par cooptation en France. Donc c'est énorme. Donc ça fonctionne. En tout cas, on l'a évoqué à différents moments et je vais le reprendre là avec mon autre casquette de la Fédération des acteurs de la compétence. Un des meilleurs moyens d'avoir la compétence dont on a besoin, c'est de l'adapter à son entreprise et donc de s'impliquer dans la formation. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'accélérateur qui a été donné depuis 2 ans, dans la loi depuis 4 ans, mais opérationnellement depuis 2 ans, en libérant la possibilité de l'apprentissage, et en ouvrant le nombre d'acteurs, et les acteurs privés sont venus à côté des CFA historiques, élargir complètement l'offre de formation. Et donc, c'est vraiment cette relation aussi de territoire, d'entreprise avec des acteurs de la formation qui va permettre collectivement de développer la compétence sur les territoires. Parce que la mobilité géographique est de plus en plus courte, à tout niveau. Et c'est pas uniquement lié au statut. Je dirais même au niveau des cadres aujourd'hui, et au prix du carburant actuel, le kilomètre coûte de plus en plus cher et le temps qu'on y passe, on n'a pas envie de le passer. Donc il y a vraiment un modèle du rapport à l'entreprise, au territoire, à la formation, à l'évolution dans l'entreprise qui est un enjeu collectif, de mon point de vue. Et qui demande à tous de s'impliquer presque au-delà de son propre besoin. Alors là, je suis peut-être un petit peu altruiste, mais c'est-à-dire que c'est collectivement sur des territoires qu'on a à développer ces compétences, quand bien même elles ne restent pas chez nous. Elles seront pas loin, elles reviendront peut-être 5 ans, 6 ans après, et elles auront fait un parcours dans une autre entreprise qui enrichira au retour l'entreprise. Donc c'est vraiment une vision peut-être nouvelle de projets de territoire et de proximité. Et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, je pense que la notion de territoire, la notion de proximité peut aussi trouver à s'épanouir dans le développement des compétences. Je peux juste ajouter que c'est très RSE, en plus au niveau local, de pouvoir travailler sur les compétences. Et puis les ressources humaines, c'est comme les autres ressources. C'est pas infini. Donc à un moment, il faut que ce soit des ressources qu'on fait vivre dans le temps. Pour qu'elles soient durables. Et pour qu'elles soient durables, ces ressources, un collaborateur, il faut régulièrement, et c'est pas que de la formation continue, ce que je disais un peu vite tout à l'heure, les faire monter en compétences, voire leur permettre de se reconvertir. Et pour moi, l'impact social, il est génial. Donc c'est pour moi un des grands axes de l'avenir de l'emploi en France. Ça passera par la formation, avec tous les dispositifs, c'est vrai, qui ont été mis en place, l'alternance, la montée en compétences, la reconversion. Et en plus, ça a un super impact social pour les territoires. Donc c'est vraiment, ça coche toutes les cases. Mais juste pour rebondir du coup sur notre stratégie du coup, alors là c'est plutôt effectivement pour nos cadres, mais on est exactement dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on va les pousser du coup à aller dans des jurys du coup d'école, à s'ouvrir au réseau, à aller tout simplement réseauter, etc. Et on a toute une politique là-dessus parce que c'est important en fait de s'ouvrir aux autres. C'est du bénéfice pour l'entreprise et pour le collaborateur. Voilà, c'est forcément plus d'engagement aussi. Donc on a toute une stratégie aussi là-dessus, mais c'est important, quoi. Et ça peut réorienter aussi des populations vers, par exemple, dans les métiers de la tech, c'est quand même très très tendu et ça fait très très longtemps, bien avant la conjoncture dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, ça peut valoir le coup aussi de repositionner des gens qui n'étaient pas dans la tech et qui ont absolument les soft skills pour aller dans la tech, mais il faut juste les former. Je donne un exemple, on parle beaucoup de cybersécurité. Il paraît que les comptables sont hyper adaptés pour
par rapport aux soft skills qu'ils ont pu développer pour aller dans le secteur de la cybersécurité. Sincèrement, moi, ça m'a surpris quand on m'a dit ça. Et il paraît que ça fait partie. Ils ont les soft skills qui vont très très bien pour ce secteur-là. Donc aussi prendre des populations, parce qu'à un moment, effectivement, on voit beaucoup de startups, beaucoup de scale-up, beaucoup de licornes. Elles ont besoin de recruter énormément, exactement comme les Hawkers dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais à un moment, les ressources, il n'y en aura plus. Donc il va falloir former aussi les gens et vers des métiers de demain. Et la tech en fait partie. Oui, et puis avec aussi des effets à venir démographiques face à nous. On a un effet démographique important dans certains métiers structurants de notre territoire qui vont faire qu'il va y avoir beaucoup moins de personnes disponibles pour remplacer les personnes qui vont partir dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc là aussi, il y a à la fois à réfléchir à nos organisations et comment on évolue dans le développement de nos compétences pour continuer à développer nos entreprises. Bonsoir à tous, je suis Sarah Tanguy de BLV Consulting Group. J'avais une question sur laquelle on n'a pas forcément évoqué la mobilité géographique. C'est vrai que sur le dernier atelier breton départemental, on a soulevé cette question-là. Et je voulais savoir ce que vous faisiez, vous, pour justement attirer les candidats par rapport à cette mobilité géographique, parce que bon, Loïc disait souvent, maintenant avec le prix du carburant, ça coûte cher. Et quelles mesures vous avez mis en place? Plutôt ouais, sur la mobilité durable ou sur, en fait, plus, hein, c'est votre question, hein, c'est plutôt, il y a ça, ok. Là-dessus, nous on a forcément les moyens traditionnels incités au covoiturage, etc. Et nous on est en zone urbaine, donc on a travaillé en fait avec, du coup, on a acheté en fait une flotte du coup de vélos électriques tout simplement, et on s'est saisi en fait du forfait mobilité durable qui permet de défiscaliser pour les entreprises du coup, voilà, une partie du coup des sommes reversées justement pour l'achat de cette flotte. Donc ça prend bien. Et puis là, on est en train de réfléchir parce que de toute façon, il va falloir se rechallenger au niveau de nos pratiques de mobilité, c'est évident. Mais le covoiturage, oui, c'est un élément qu'il faut développer, ça c'est évident. Après, il y a... À l'identique, nous, on travaille aussi, on met à disposition des vélos électriques, des Angel Bike à l'attention de nos collègues. Donc, sur les 90, vous voyez, on a une vingtaine de vélos aujourd'hui. Donc, des personnes qui s'engagent aussi, c'est important pour nous, à venir au moins 30% de l'année à vélo au travail. Pour vraiment qu'on ait le sentiment de contribuer quand même à la réduction de nos émissions de gaz. Et parallèlement à ça, on a mis aussi à disposition, nous avons 2 véhicules électriques dans l'entreprise qui sont là aussi mis à disposition de nos collaborateurs à n'importe quel moment, tant sur les déplacements professionnels que personnels. Donc ils peuvent aussi l'utiliser le week-end pour tout ce qu'ils veulent faire, en fait, partir en vacances ou aller faire leurs courses. Voilà. Ce qu'on peut juste ajouter aussi, c'est que avant la crise sanitaire, 50% de l'emploi en France, il était concentré sur 12 métropoles. Paris et 11 métropoles en France. 50% de l'emploi. Donc les grandes métropoles avaient tendance à attirer de plus en plus des collaborateurs à elles et des entreprises à elles. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, ça a permis, et aussi avec le télétravail, de redynamiser des zones qui étaient moins justement proches de métropoles. Et ça, c'est un mouvement aussi qui est intéressant. Alors évidemment, après, ça dépend des implantations des entreprises, mais ça peut aussi redynamiser des territoires grâce au télétravail. Alors peut-être plus pour les cadres évidemment que certains autres postes. Et en tout cas, c'est ce qu'on a pu observer. Alors que c'est vrai c'était assez marquant de voir cette aspiration autour de certaines grandes métropoles. Et d'ailleurs, on voyait aussi même au niveau du logement, du coup, des métropoles s'élargir de plus en plus. Donc c'est intéressant aussi que, effectivement, certains territoires se redynamisent et pas uniquement ces grandes métropoles qui avaient tendance à tout aspirer. Justement, je voulais poser une question en ce sens, si vous permettez. Par rapport au logement, ça devient un des freins structurels. Vous parliez de problèmes structurels de l'emploi en Bretagne, au moins pour le littoral, je pense, hein, qu'on peut dire, sur les villes moyennes qui ont explosé suite à la crise sanitaire par l'afflux de
non locaux. Est-ce que l'aide potentielle aux candidats extérieurs à la région, est-ce que ça relève de l'entreprise ou est-ce que ça relève des collectivités? Est-ce que vous avez des politiques en ce sens? Parce que je crois que ça devient un des critères des candidats, hein, finalement, maintenant. Avant, c'était la voiture de fonction et maintenant, est-ce qu'il y a une aide au logement? Alors là, c'est une troisième casquette d'Agora Service, mais qui revient à la première, c'est aujourd'hui l'offre de logement sur le territoire et la mobilité, y compris dans des phases courtes de transition. La fonction d'une résidence jeune, c'est aussi ça, mais avec la limite que ça concerne les personnes jusqu'à 30 ans. Voilà. Mais c'est déjà une solution. Ça permet à la fois de faire le lien, et il y en a dans beaucoup de villes des offres de logement de type FJT, et pas forcément que dans les grandes villes. Donc l'offre, elle existe. Et elle permet justement ce lien au territoire et aux entreprises dans les phases de formation, mais aussi d'arriver sur un territoire, le temps de peut-être repérer l'endroit où on va aller s'installer après. Un exemple très récent on a été sollicité, nous, Agora Service, par un bailleur du département, qui a été sollicité par les entreprises de son territoire, qu'on a cité plusieurs fois. Déjà, ça commence par un V, ça finit par un S, qui est extrêmement attractif, déjà historiquement, et qui l'est beaucoup plus depuis 2-3 ans. Et les entreprises sont revenues vers le bailleur social en disant « on a déjà du mal à trouver les compétences, et quand on les trouve, certaines ne viennent pas parce qu'elles ne trouvent pas de logement ». Donc il y a un double effet énergétique considérable qui est d'aller chercher la compétence et la frustration derrière de ne pas pouvoir la faire venir parce que non pas un élément qui est propre au processus de recrutement, mais à l'offre, à l'accueil sur le territoire. Et donc là, et en face de ça, il y a aujourd'hui des logements qui ont été construits il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui correspondaient au modèle familial qui existait, des T4, des T5, qui aujourd'hui ne sont plus tous occupés. Et donc, on est en train de travailler à une expérimentation sur ce territoire de la ville de Vannes, qui devrait commencer là d'ici quelques semaines. Et si ça marche, on ira un peu plus loin. C'est de transformer des T5 en colocs de 2-3 personnes, sans critères d'âge, qui permettront à des primos arrivant sur le territoire, qui ont là la possibilité de se dire oui, j'ai trouvé un emploi, je ne sais pas encore où je vais m'installer, je ne connais pas très bien le secteur, je ne sais pas si je vais aller à Séné, à Aradon, ou si je vais aller dans les terres parce que mon rapport qualité-prix sera plutôt là, mais ça va me laisser le temps de découvrir le territoire que je ne connais pas. Et à nous qui sommes gestionnaires de résidences, d'accompagner ces personnes qui vont cohabiter alors qu'elles ne se connaissent pas. Elles auront comme seul lien d'être sur le même territoire au même moment, a priori pour la même raison, pour venir y travailler. Et pour aller encore plus loin, et ce qui nous intéresse aussi, c'est que ces logements-là vont d'abord être dans des quartiers politiques de la ville, prioritaires de la ville. On rejoint cette relation QPV. C'est-à-dire redonner aussi de la mixité dans ces quartiers-là. Voilà. C'est une innovation. Alors peut-être que cette idée-là pourra se diffuser après sur beaucoup de territoires, parce qu'aujourd'hui, des logements sociaux, il y en a sur tous les territoires. Des grands logements qui sont moins bien occupés, il y en a aussi. Et donc, c'est une solution. Mais ça veut dire que peut-être, à un moment, il faudra que d'une manière ou d'une autre, soit par sa mutualisation de financement, soit par des actions d'entreprises de territoire, elle contribue peut-être au coût de cette transformation. Et là, c'est du gagnant-gagnant. Voilà un exemple, en tout cas. Oui, bonsoir, Stéphane Topin de l'école.com. Je reviens sur les dispositifs de formation que vous avez pu mettre en place, école d'entreprise. Je voulais savoir si vous faites appel aux collaborateurs de l'entreprise et si oui, est-ce que vous les accompagnez sur leur montée en compétences de formateurs internes, par exemple? Est-ce que vous mettez en place des dispositifs de montée en compétences de formateurs au sein des experts métiers, quoi? Alors là, nous, on est en cours de création d'école, donc en fait, on structure du coup. On a établi la modélisation économique en fait de l'école. Donc en fait, on part déjà sur des dispositifs qualifiants du type POC, on en a parlé. Après, c'est du jargon, mais période opérationnelle d'emploi collective et des contrats un contrat pro-expérimental. Et deuxièmement, on va monter en certification. Sur les dispositifs, du coup, pour la première année, là où on monte effectivement les dispositifs qualifiants, j'ai mis en place en fait toute une partie ingénierie pédagogique
du coup en interne avec voilà, des équipes en fait, internes qui vont dispenser en fait, des modules. Donc oui, c'est structuré comme ça. Après, quand on va monter sur d'assertif et qu'ensuite, l'idée, c'est d'aller aussi demain sur comment dirais-je, du diplômant. Là, voilà, on ne joue pas dans la même cour. Il faudra qu'on travaille avec voilà, les partenaires du coup au niveau local, quoi, du coup, quoi. Mais pour l'instant, c'est fait comme ça. Voilà. Concernant Léocare, donc sur la partie formation, à la fois sur la relation client et sur la formation tech dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, c'est géré par des organismes externes qui travaillent pour nous, qui nous forment à nos métiers, à nos outils. Et puis en interne, on a aussi des formations internes, notamment sur la relation client. Et là, j'ai donc 3 personnes en interne, et dont 2 nouveaux qui sont issus de nos équipes, et donc qui sont accompagnés par un tuteur dans leur montée en compétences. Bonjour. J'ai une question pour Thibaut. Vous avez évoqué des outils plutôt généralistes. Et je voulais savoir, vous, ce que vous pensiez des outils de recrutement spécialisés, soit par filière ou soit... Bon, Cadre Emploi, c'en est un, mais il en existe type par filière. Et éventuellement, si Emmanuel et Anne-Marie avaient en utilisé, quels étaient leurs retours? C'est une très bonne question. En fait, dans les années 2000, il y avait énormément de sites spécialisés. Et je me souviens, il y avait quelques leaders généralistes et énormément, sur chaque thématique, il y avait des sites spécialisés. C'était vraiment un très très bon filon. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque, on avait racheté Cadre Online parce que la marque était trop proche de Cadre Emploi et on avait repositionné Cadre Online sur des sites spécialisés. Et puis après, il y a eu LinkedIn et il y a eu Indeed, qui étaient tellement puissants, qui étaient tellement sur un positionnement, qui ont mis énormément d'argent. Indeed, c'est 30 millions de pubs par an pendant plusieurs années. Ils ont acheté le marché français. Donc, ils ont mis une telle puissance que là, en fait, les grands généralistes sont devenus des multispécialistes. Et comme, en plus, il y avait le développement du mobile, le développement des réseaux sociaux, le développement... Donc, il fallait être partout en même temps. Il y a pas mal de sites spécialisés qui ont décroché à ce moment-là, surtout ceux qui étaient vraiment sur, par exemple, je sais pas, des sites spécialisés en commerciaux, ingénieurs, etc. En revanche, il en reste plein. Mais alors là, c'est des niches. Voilà, par exemple, dans tout ce qui est luxe, dans la mode, c'est Fashion Jobs. Je ne sais pas si Marie-Laure l'utilise, mais qui est resté hyper spécialisé. Il fonctionne très bien. Par exemple, Village de la Justice, pour te citer. Donc voilà, donc il reste déspécialisé, mais c'est vraiment dans des niches très très particulières. Et sincèrement, après, moi-même, j'ai passé plus de 20 ans sur le marché de l'emploi sur Internet et je connais pas tous les sites. Voilà, il y en a plein. C'est ce que je vous ai dit aussi. Encore une fois, l'idée, c'était pas de vous présenter quelque chose d'exhaustif, parce que sinon, je pense qu'on pourrait y passer tout le week-end. Voilà. Mais alors après, sur des sites spécialisés, peut-être dans vos secteurs, peut-être que vous pensez à des outils peut-être particuliers. Non, ça reste très classique. Donc LinkedIn, nous, c'est champion hors catégorie. Et puis ensuite, Hello Work et Indeed. C'est vraiment les 3 principaux. C'est ça, sur les cadres, c'est ça. Virginie Lemaître. Alors, je vais me présenter avec 2 casquettes. La première, je suis présidente d'une association qui existe depuis des années sur Lorient, qui s'appelle Créateurs d'avenir. Alors, c'est pas forcément une question, c'est plutôt une réflexion. Donc, c'est une association qui a pour objectif de permettre, voilà, on va dire tout au long de l'année, aux entreprises, aux jeunes et on va dire à l'enseignement au sens large, de permettre de se rencontrer en fait. Et dans les perspectives pour demain, je pense qu'effectivement c'est indispensable qu'on puisse ouvrir nos portes à nos jeunes. On le voit, enfin voilà, beaucoup de jeunes qui sont en 3e, beaucoup de jeunes qui sont en enseignement supérieur ont aujourd'hui du mal à trouver des stages, à trouver des contrats en alternance, et pour autant, ce sont nos futurs collaborateurs pour demain. La deuxième casquette, je suis responsable d'une agence, qui est une entreprise adaptée de travail temporaire, donc c'est une agence d'intérim réservée et spécialisée aux personnes en situation de handicap.
Et là aussi, on le voit, ce sont des publics qui sont beaucoup plus touchés par le chômage que d'autres et qui pour autant ont des compétences. Mais voilà, là aussi, j'amène une réflexion, c'est-à-dire l'image aujourd'hui que l'on a du handicap et tous les freins en fait que l'on se met en tant qu'employeur, alors que finalement, ce sont des candidats qui ont connu le monde de l'entreprise et qui, de par cet accident de vie, sont obligés de se reconvertir, mais qui pour autant ont encore du mal en fait à franchir les portes des entreprises, et nombreuses sont celles qui aujourd'hui, alors j'aime pas parler de quotas, mais nombreuses sont celles qui aujourd'hui préfèrent payer finalement leur contribution que de donner la chance à ces candidats-là qui sont pour autant à la fois compétents, leurs soft skills ils sont là et qui sont prêts effectivement à redémarrer, qui sont prêts à se former, et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, peu importe les postes et peu importe les métiers sur lesquels on peut les positionner. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez raison de le rappeler, en fait, les périodes justement de pénurie de talents, c'est des périodes qui sont favorables pour les gens qui sont en bout de chaîne ou qui sont en début de chaîne, c'est-à-dire les jeunes. J'ai parlé du taux de chômage tout à l'heure qui était encore à 16%. Bon, c'est le plus bas depuis 80, mais ça paraît encore élevé, 16%. Les plus de 50 ans. Voilà, c'est aussi une période où les entreprises, je veux dire, elles n'arrivent pas à recruter, elles doivent ouvrir justement complètement leurs critères, et vous avez complètement raison de parler aussi du handicap. En plus, elles ont intérêt à le faire par rapport aux quotas, vous le disiez tout à l'heure, c'est mieux quand même de recruter des personnes handicapées plutôt que de payer effectivement les amendes, entre guillemets. Et donc c'est vrai que c'est une période où il faut rappeler justement que toutes ces populations-là, elles ont aussi accès à l'emploi, et face à toutes ces pénuries, ça fait partie des solutions qui sont tout à fait à la portée des entreprises. Donc c'est vraiment des périodes pour les jeunes, pour les plus de 50 ans, pour les personnes éloignées, en fait pour toutes les personnes éloignées de l'emploi. Voilà, de telles pénuries et le contexte dont j'ai parlé tout à l'heure de guerre des talents est tout à fait favorable. Sur les deux volets que vous avez évoqués, Léo Caire est également extrêmement engagé. Cette semaine, j'étais encore à présenter, à participer dans une classe de 3e, donc une conférence avec eux sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc c'est vraiment important que l'entreprise aille à la rencontre des élèves pour aussi leur expliquer quelles sont toutes les opportunités qu'une entreprise peut offrir, parce que évidemment elles sont vastes. Et puis sur la deuxième partie, bien sûr, Léo Caire est déjà totalement ouvert à intégrer des collaborateurs en situation de handicap. Nos locaux et nos métiers le permettent en plus. Nous, juste pour prendre sur Mère Alliance, forcément, c'est aussi une thématique qui nous est chère. On a travaillé sur déjà toute une campagne de sensibilisation en interne, où au final, on se rendait compte que des personnes n'osaient pas en fait déclarer qu'elles étaient handicapées. Donc là-dessus, on a eu tout un accompagnement, une politique effectivement d'accompagnement là-dessus. Et là, on travaille sur un plan d'intégration pour intégrer aussi les personnes qui sont autistes du coup chez nous. Donc on a vraiment le handicap, c'est un sujet qui nous tient à cœur. J'en prendrai qu'un seul. Je ne sais pas s'il reste des questions. C'est vrai qu'on restera forcément avec des pistes de réflexion et d'action. Il reste une question. On en profitera également pour donner la parole à notre président qui vient d'arriver. Vous m'entendez ? Oui. Donc, on a beaucoup parlé de compétences, de soft skills dans le cadre du recrutement, au-delà de l'expérience et d'éventuels diplômes. Quels sont les meilleurs outils aujourd'hui pour mesurer ces soft skills ? Moi, j'ai cité Maki tout à l'heure, Maki People. En fait, ils ont plein de tests. Donc, en fait, eux, ils ont déjà, par exemple, je ne sais pas, vous cherchez qu'est-ce que je peux donner comme exemple ? J'avais testé le test. Donc, c'était par exemple un product manager. Donc, c'est très internet, je suis désolé, mais product manager, ils ont un test de soft skills qui correspondent au product manager. C'est-à-dire qu'ils ont pensé leur test par rapport à des
des fonctions. Et le problème, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en préalable, il faut penser aux soft skills nécessaires, c'est qu'en fait, dans la plupart du temps, dans le monde de l'entreprise, on ne raisonne pas comme ça. On raisonne, on se dit il faut qu'il ait telle expérience, on se rassure par rapport justement aux compétences de la personne telles qu'elle les décrit, mais on ne va pas spécialement les tester. Et là, très typiquement, pour des postes de product manager, c'était des tests, ça n'avait rien à voir avec... J'avais l'impression, je les ai passés moi pour tester, c'était rigolo, et en fait c'était vraiment des tests, je sais pas, comme des tests, ça m'a rappelé l'armée quand il y avait des tests vraiment cognitifs. Vous voyez, pour tester la capacité de régler tel ou tel sujet. Et donc, si vous n'avez aucune idée, moi je ne connais pas une bibliothèque de soft skills à la disposition, mais en revanche, ce qui était intéressant, c'est qu'eux ont fait toute une batterie de tests par rapport à chaque métier. Alors après, est-ce que votre métier correspond à ce qu'ils ont dans leur bibliothèque? Je ne sais pas. Mais en tout cas, non, je n'ai pas un outil à vous donner qui vous donnerait une bibliothèque de soft skills, mais justement, il faut regarder si des tests existent pour telle ou telle fonction. Si on parle de tests, moi je connais aussi Gorilla, qui fonctionne bien aussi avec une multitude de tests qui peuvent à peu près correspondre à plein de choses. Je travaillais aussi beaucoup moi avec Papy. Le Papy, je ne sais pas si certains le connaissent, qui fonctionne super bien. Il y a Assess First aussi, je n'ai pas cité. Oui. Mais Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je pense que l'outil, le meilleur outil, c'est nos entretiens de recrutement, hein, avant toute chose, et nos questionnements. Je pense qu'on va arriver à la conclusion, juste pour donner un chiffre sur cette pénurie des talents, cette guerre des talents qui a été introduite par Thibault. Sur les derniers chiffres de la PEC, il faut savoir qu'en 2021, un recrutement sur 4 a été abandonné faute de ressources. Donc, il y a aussi un outil dont on n'a absolument pas parlé, qui est de repenser les organisations pour pallier au manque aujourd'hui de compétences telles qu'on les imagine jusqu'à présent dans nos entreprises. C'est-à-dire que dans nos entreprises, on a des compétences cachées qui sont chez les collaborateurs et qu'il faut, grâce à la formation interne, entre autres, mettre en exergue pour combler des manques de compétences et de ressources dans les organisations. Donc il y a aussi un travail à faire en interne. Alors c'est un travail qui revient aux dirigeants, qui revient aux RH, qui revient aux managers, pour voir comment est-ce qu'on peut pallier au manque de ressources qui est de toute façon inéluctable. Quand je disais en introduction c'est que c'était structurel, on ne parle plus aujourd'hui du papy boom, pourtant on est en plein dedans. Et nos ressources humaines, même si la population active continue à augmenter, elle ne vient pas alimenter suffisamment nos organisations économiques pour pallier au dynamisme économique. Donc c'est ce delta. Il ne faut pas dire qu'il y a moins de compétences disponibles sur le plan numéraire, mais il y en a moins par rapport aux besoins de notre hexagone. Voilà, et sur cette répartition. Donc aussi, il y a un outil qui est tout simplement le conseil en organisation et le conseil en stratégie des ressources humaines à mettre en place et à impulser, parce que bien souvent, on a la solution aussi chez nous, mais on ne la voit pas. Voilà, donc je pense qu'on va arriver au terme de cette table ronde. Merci aux intervenants. Et comme nous avons la grande chance d'avoir notre président au fond de la salle, on va peut-être lui donner le mot de la fin, Jean. Comme ça, tu pourras parler de la Braze Academy et de notre prochaine grande conférence des ateliers bretons de l'emploi. Bonsoir à tous. Note propriétaire, ne jamais prendre la parole au moment où tout le monde a faim. Il faudra y penser. Comment ? Oui, je vais être très court. Déjà, merci à tout le monde d'être là. Je crois que c'est un... merci à Thibault, merci à Emmanuel, merci à Anne-Marie, merci à Loïc. Merci à tout le monde, à toute l'équipe des ateliers bretons de l'emploi. En une toute petite minute, vous le savez, c'est un sujet qui est extrêmement important. L'emploi, la compétence, c'est un sujet qui anime tout le monde, toutes les entreprises, sur tous nos territoires. Donc bien évidemment, c'est extrêmement important. La seule chose que je puisse vous demander, c'est d'en parler vraiment autour de vous. Il faut que les ateliers bretons de l'emploi, dans toute l'énergie, qu'ils peuvent mettre dans toutes ces rencontres, etc. Alors excuse-moi, je ne connais pas la date de la prochaine, tu vois, parmi les... 14 juin. Voilà. Bon, d'accord, 14 juin, mais... Dans l'un des 5 départements, bien évidemment.
Donc voilà, parlez-en autour de vous. Il y a les replays qui sont disponibles. Il y a tout un tas d'éléments. Comme tu parlais de la Braze Marketing Academy, c'est scrupuleusement la même chose. Et je crois que ce qui va faire qu'on va pouvoir acculturer, éduquer, faire tourner un certain nombre d'informations qui sont ultra pragmatiques, parce que ce que j'aime, c'est quand il y a de l'outil, c'est quand il y a du témoignage, quand on peut repartir avec ça sur la marque employeur, sur la stratégie à mettre en œuvre. Les témoignages, c'est riche. Ah bah voilà. Bon, bah formidable. Tu vois, même sans le savoir, finalement, il y a des éclairages qui se montent. Ça, c'est formidable. Donc voilà, faites-le juste, vraiment, parlez autour de vous, parce que vous savez que c'est important. Aujourd'hui, c'était à Lorient. Ça sera sur un autre territoire. Mais encore une fois, il y a une chaîne YouTube, il y a des replays et ainsi de suite. Faites vraiment vivre les ateliers bretons de l'emploi, parce que c'est un sujet ultra transverse, l'emploi, la compétence, qu'on va le faire aussi, certainement, à un moment donné, vivre aussi avec d'autres acteurs du territoire, parce que ça nous concerne tous. Je ne vais pas vous garder plus longtemps, mais vraiment, je compte sur vous pour faire du buzz, de la viralité. Vous parliez tout à l'heure de faire de l'employé advocacy. Si vous pouvez faire, je ne sais pas, du fan advocacy, ça serait vraiment topissime pour nous. Et puis encore une fois, merci à l'équipe. Allez, bonne soirée à tout le monde.